Alors, on a voulu interroger une banque justement sur le sujet et on a failli avoir Sébastien Nourry, qui est directeur du marché des particuliers Banque Populaire. Pour des raisons d'agenda, il n'a pas pu être présent avec nous sur le tournage. Par contre, il s'est quand même prêté à l'exercice. On l'écoute et on revient en plateau juste après. Globalement, nos conditions n'ont pas bougé, puisque, comme vous le savez, la baisse de production immobilière qui a été enregistrée en 2023 s'explique quasi exclusivement par une baisse de la demande de nos clients. Donc, nous ne faisons pas évoluer nos conditions. Les taux d'apport restent les mêmes que ceux pratiqués globalement historiquement. Nous avons, comme toutes les banques, évidemment, nous commençons à regarder et à échanger avec nos clients sur les DPE de leurs actifs, surtout dans l'intérêt de les protéger, évidemment, pour les clients qui détiennent ou qui procèdent à l'acquisition de biens qui ont des DPE dégradés. Et puis aussi et surtout, nous innovons en matière de banque populaire. Les banques populaires innovent en matière de crédit immobilier parce que nous lançons 2 offres à destination donc, des jeunes de moins de 35 ans. L'une est dédiée aux jeunes de moins de 35 ans, elle s'appelle le PTZ Plusic. Elle va avoir pour objectif de doubler le montant du PTZ jusqu'à 25 000 € et sans frais de dossier. Nous serons la seule banque sur le marché à disposer de cette offre. Et puis, la deuxième offre, elle est dédiée là également aux jeunes de moins de 35 ans, mais pour les agents de la fonction publique. Et elle se cumule potentiellement avec la première. Et elle permet aux jeunes agents de la fonction publique de moins de 35 ans de bénéficier d'une caution gratuite. Donc, 2 dispositifs qui vont concourir en fait à améliorer le pouvoir d'achat de nos clients et en particulier de nos clients de moins de 35 ans. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que cette marge de cette enveloppe de 20% correspond en réalité à un taux maximum. Donc, les banques et les banques populaires, nous oscillons en fait au sein de cette enveloppe. Donc, nous la consommons actuellement globalement autour de 14%, ce qui est le cas de l'ensemble des banques de la place. Nous pouvons être amenés sur certains mois à aller tangenter, si je puis dire, ces 20%. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que cette enveloppe, elle a vocation en fait à favoriser la primo-accession et l'acquisition de résidence principale. Et comme je vous le disais, les 2 dispositifs que nous mettons à disposition de nos clients depuis le 1er décembre s'inscrivent parfaitement dans cet esprit, puisqu'ils ont précisément pour vocation de faciliter la primo-accession et l'acquisition de résidence principale pour nos jeunes clients de moins de 35 ans. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que nos taux de refus sont stables. Il n'y a pas d'évolution derrière des taux de refus à la hausse, pour une raison simple, c'est que la baisse de production de crédit immobilier qui est enregistrée actuellement sur le marché, elle s'explique très majoritairement, encore une fois, par une baisse de la demande. Donc en réalité, les motifs de refus sont des motifs historiques. Et comme vous le savez, le Haut Conseil à la stabilité financière impose depuis plusieurs années désormais un taux maximum d'endettement donc de 35% pour nos clients, encore une fois surtout dans l'intérêt de protéger nos clients. Et donc évidemment, les banques populaires s'inscrivent évidemment dans ce dispositif. Et comme évoqué précédemment, nous avons également la possibilité d'avoir une enveloppe dérogatoire de 20% qui permet d'analyser au cas par cas les situations et de faire en sorte que pour un certain nombre de nos clients, nous puissions également envisager d'octroyer des crédits malgré un taux d'endettement supérieur à 35%. Concernant ces mesures et ces dispositions, c'est à ce stade très tôt pour vous en parler, car ça vient entre guillemets d'être indiqué, annoncé par le gouvernement et la FBF. Ce que je peux vous dire, c'est qu'un groupe de travail va être ouvert dans les prochains jours sous l'égide de la FBF pour déterminer les modalités opérationnelles de mise en œuvre de cette mesure. Et en tout cas, ce que nous souhaitons, c'est que si cette disposition vient à se mettre en place, eh bien, le dispositif puisse être le plus simple et le plus pragmatique pour nos clients. Alors Aurélie, d'un côté, justement, on a des banques qui sont en position de reconquête client et de l'autre, des banques qui refusent des dossiers. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement ? Alors, je crois que cette histoire de refus de dossier, encore une fois, elle est très politique. Alors, sans doute que les courtiers auront des remontées terrain et des emprunteurs aussi pourront attester du fait que leurs dossiers se sont vus refusés. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de statistiques qui permettent d'objectiver. Est-ce qu'il y a un sentiment négatif autour des refus de dossier qui va croissant ? Est-ce que c'est une réalité qui se manifeste en France qu'on pourrait comme ça objectiver ? Il n'y a pas de statistiques. Même Bercy n'a pas de chiffres. Bercy n'a pas de chiffres. La CPR, personne n'a de chiffres. Le HCSF n'a pas de chiffres. Je leur ai posé la question. Donc aujourd'hui, ils me disent qu'il y a surtout
un sentiment négatif autour du crédit, des ménages qui sont déboussolés effectivement par cette nouvelle donne de taux. Il y a eu une rupture. Et il y a donc un besoin de pédagogie, d'explication de la part des banques. Pourquoi tel dossier a été refusé? Peut-être parce qu'effectivement, la banque a peur de taper, de cogner sur cette marge de flexibilité. Il y a peut-être des facteurs d'explication à fournir aux ménages. Mais c'est quand même fou parce qu'il y a quand même une initiative de place qui doit être mise en place à partir de février. Le gouverneur de la Banque de France qui commence à montrer les muscles dans les médias, il prend des positions très fortes sur le sujet. Et au final, tu dis tout ça, il n'y a pas de chiffre derrière. Donc on ne sait pas si c'est juste un sentiment ou si c'est une vraie réalité. Il n'y a pas de chiffre pour en attester, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a ce chiffre de la production de crédit qui elle est en décroche, berne, ça on le voit. qui est en berne. Et donc face à cette situation, le gouvernement, Bruno Le Maire, le gouverneur de la Banque de France se trouvent quand même un petit peu empêtrés, ont la volonté de montrer des signaux qui pourraient redonner confiance aux ménages. On l'a dit, ils sont attentistes. Ils sont attentistes parce que le pouvoir d'achat est en baisse et que les prix ne sont pas ce qu'ils espèrent. Mais il y a cette volonté aussi, je pense, de sortir par le haut de la situation, d'envoyer un signal politique en disant « Regardez les banques que vous accusez, on va les surveiller. On ne fait pas trop de gestes sur la norme du HCSF. On pourrait faire un moratoire, comme le dit Caroline. On pourrait desserrer encore plus les critères. Mais on va plutôt leur mettre la pression. On va plutôt mettre la pression aux banques. Donc tout ça est un jeu de se renvoyer la balle, de dire au gouvernement, regardez, nous demandons des efforts aux banques, elles vont jouer le jeu, elles vont mettre en place effectivement une procédure de second niveau pour réexaminer les dossiers. Parce que ça va loin quand même, les banques vont mettre en place une commission de réexamen des dossiers qui sont refusés, et ça c'est à partir de février si je ne me trompe pas. Alors qu'est-ce qu'elles te disent les banques par rapport à cette idée, à cette initiative qui va arriver bientôt? Alors j'ai échangé avec une grande banque de la place récemment, je tairai son nom puisque c'était en dehors des micros, mais elle me disait, nous ne refusons pas de dossier qui ne soit pas solvable. Voilà. Donc, de son point de vue, c'était surtout un geste pour assurer un geste politique. Maintenant, les banques se prêteront au jeu. C'est-à-dire, je pense qu'elles ont accepté par la voix de la Fédération bancaire française de mettre en place cette commission. De mettre en place ces commissions. Ça sera des procédures internes. Ce n'est pas une commission nationale de type médiateur du crédit. Ce sera vraiment des procédures en interne dans chaque établissement, dans chaque réseau, en cas de refus, à la demande de l'emprunteur, qui ne comprendrait pas son refus, le motif de la banque, de saisir cette commission, cette procédure. Reste à voir les contours, hein, bien sûr. Oui. Pour avoir des explications et peut-être une deuxième chance de voir son dossier passer. Bruno Rollo, je me tourne vers vous. Alors vous, des dossiers refusés, vous en voyez beaucoup ou pas? Alors, on en voit, c'est pas tellement des dossiers refusés, et avec Caroline, on s'était beaucoup battu il y a déjà de nombreux mois pour alerter. Déjà, il faut savoir de quoi on parle quand on parle de refus. Parce que aujourd'hui, l'intermédiation bancaire ou les clients qui vont voir directement leur banque, elles ont un projet. Et on peut aussi parler de refus dans la marge initiale, dans la monture initiale du projet. C'est-à-dire que ce qui était facile il y a quelques années l'est beaucoup moins maintenant. Donc ça, on réoriente, on réingénierie le projet du client. Mais comme quoi, par exemple, c'est quel projet qui ne passe plus du tout? Clairement, aujourd'hui, des gens qui n'avaient pas assez d'apport, il a fallu vraiment repositionner pour reconstituer de l'apport, etc. Les banques, quand elles étaient dans la difficulté d'octroyer parce qu'elles avaient des quotas, hein, ça revenait à ça quelque part, hein, elles s'accordaient des quotas par leur direction financière pour pouvoir gérer le sujet du coût de refinancement pendant la période des taux qui remontaient très vite. Et ben, elles étaient forcément beaucoup plus sélectives sur les clients et sur la qualité des dossiers qui étaient présentés. Donc, il y avait tout un travail en amont qui était beaucoup plus fort. Est-ce qu'elles sont plus sélectives également sur la typologie de biens? On entend beaucoup, il paraît du moins qu'il y a des banques qui ont dit au ministre du Logement qu'elles ne financent plus l'acquisition de logements étiquetés G au niveau de leur DPE. Est-ce que c'est ce que vous ressentez également? Alors, on va faire deux distinctions entre le marché de la résidence principale et le marché de la résidence d'investissement locatif, où là, effectivement, les banques ont pris le pli du sujet parce qu'elles ont à la fois l'impact qui va être sur le risque qu'elles vont porter au travers du client dans sa solvabilité, puisqu'à un moment ou un autre, il faudra bien qu'il fasse des travaux, donc elles ont peur de ça. Et la deuxième chose, c'est une question d'image de marque aussi pour pouvoir enchaîner avec les directives gouvernementales pour pouvoir ne plus financer des passoires. Et la résidence principale,
Après, elle est un petit peu différente, la donnée. Mais c'est vrai qu'on a aujourd'hui beaucoup d'établissements bancaires. C'est plutôt souvent du local, d'ailleurs, que sur une norme d'octroi en général, qui s'accordent. Et je ne peux que les féliciter d'avoir pris en charge ce projet-là, qui s'accordent à alerter le client sur les risques et sur le coût d'exploitation du bien. Le prix de l'énergie a énormément grimpé et surtout les obligations réglementaires qui vont venir notamment en cas de revente, hein, avec l'audit réglementaire énergétique, vont les obliger à un moment ou à un autre à réaliser de toute façon les travaux. Donc, quelque part, c'est aussi intéressant de voir que les banques s'emparent de ce sujet-là. Caroline Arnoux, je me retourne vers vous. Il y a les refus de dossier, mais il y a également cette question de la marge dérogatoire. Alors, selon le HCSF, les banques n'utiliseraient que 14% de cette marge qui, je le rappelle, leur permet de déroger aux contraintes imposées par le Haut Conseil. Désormais, elles pourront aller un peu plus loin. Alors, si je ne me trompe pas, et Aurélie, tu me corriges, elles pourront désormais, si elles dépassent cette jauge de 20% sur un trimestre, elles pourront se rattraper sur les 2 trimestres d'après. Caroline, pourquoi déjà les banques ne vont pas jusqu'à 100% de leur marge dérogatoire? Écoutez, c'est complètement ubuesque, hein, cette idée de marge dérogatoire. Bon, déjà, quand vous commencez à ouvrir et à aller élargir les marges dérogatoires et à forcer les banques à utiliser les marges dérogatoires, c'est que la règle à la base n'est plus valable, hein. Donc ça, c'est clair. Ensuite, tout à l'heure, on parlait les banques ne refusent que des dossiers qui ne seraient pas solvables. Mais ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire pas solvable? Ça veut dire c'est des dossiers qui ne rentrent pas dans les critères HCSF. Donc, dans cette logique où les banques vont re-regarder à nouveau un dossier, en fait, si le dossier il est à 36% Oui. d'endettement, il a été rejeté comme non solvable. En fait, c'est Alors comme que si le dans les... HCSF reprochait aux banques de respecter ses propres normes. Exactement. Alors que logiquement, aujourd'hui, le problème du HCSF par rapport à la solvabilité des emprunteurs, c'est que nous, on se bat pour le reste à vivre. Quand vous gagnez 8 000 euros et que vous êtes bloqué par un 35% d'endettement, alors que même avec 50% d'endettement, il vous resterait encore 4 000 euros de reste à vivre, il y a vraiment un problème sur ces règles du HCSF. On n'a pas parlé aussi de l'investissement locatif, avec la problématique de suppression du calcul différentiel, avec les normes HCSF. Dans le locatif, même si vous avez des très très bons revenus, vous êtes un patrimonial, vous êtes bloqué, vous ne pouvez plus investir. Donc les banques aujourd'hui, il y a les critères, et vous voyez bien, c'est piloté les critères en agence. Et ensuite, le quota global, il est piloté au niveau de la banque. Donc, la difficulté de la banque, c'est de piloter ces marges d'octroi. Alors, peut-être que ça peut donner de la souplesse de dire, finalement, vous avez plusieurs trimestres pour déroger, mais je ne vois pas comment une banque, dans ses tableaux de pilotage, elle peut, au niveau du dossier, dire, celui-là, je déroge car je suis dans mon quota de 20%, des 20%. Au niveau de l'agence, ce n'est pas possible à piloter. Aurélie, je crois que tu veux rebondir sur l'investissement locatif. Oui, tout à fait. Et plus largement, ce que dit Caroline sur le pilotage. Ce que disent effectivement les réseaux bancaires, c'est que cette marge de dérogation de 20% sur la production, c'est très bien, mais à la maille d'une agence, parce que les décisions d'octroi de crédit, elles sont prises en local. C'est trop compliqué à piloter. Donc c'est effectivement cette idée du gouvernement de dire on leur donne un peu de souplesse pour qu'elles n'aient peut-être pas peur de franchir ce seuil de 20% et peut-être que ça contribuera à dégripper la machine. Mais il est vrai que la norme est d'une complexité telle, technique qu'elle est difficile à appliquer. Et quand on parle des investisseurs locatifs, il y a eu un petit desserrage au mois de juin dernier pour leur part est passée de 4 à 6%. Au total, dans la possibilité de dérogation par rapport à la norme. Ce n'est rien pour permettre d'encourager à nouveau ces emprunteurs-là qui font de l'investissement. Et de débloquer le marché. Et de débloquer le marché. Alors pour conclure très rapidement, tous les trois, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, on a d'un côté Bruno Le Maire, président du HCSF, qui prend des positions dans la presse qui ne sont pas forcément suivies des faits. Et puis de l'autre côté, on a un gouverneur de la Banque de France et même le ministre du Logement qui reste ferme, même si très récemment le ministre du Logement a dit qu'il restait quand même ouvert à d'autres évolutions côté HCSF. Est-ce qu'on peut dire, c'est d'ailleurs ce que tu disais tout à l'heure Aurélie, que le crédit immobilier est devenu un sujet politique. Bruno Rouleau, puis Caroline, et puis on termine avec toi Aurélie. Bruno.
Ah oui, oui, Gaëtan, tout à fait, hein. C'est un sujet éminemment politique à plusieurs titres. Premièrement, parce qu'il s'agissait et là c'est supranational, c'est au niveau de la solidité et de la consolidation du système bancaire français, mais aussi européen, parce que la part du système bancaire français dans le crédit immobilier au niveau de l'Europe est énorme. La deuxième chose, c'est qu'on va aller sur le sujet de l'orientation de l'épargne. On l'avait bien vu il y a 3 ans quand le gouverneur de la Banque de France fustigeait le fait qu'il y a eu beaucoup d'amassements d'épargne sur les livrets A, tandis qu'il espérait que ça revienne un petit peu dans la consommation quotidienne. Et derrière, l'immobilier était quand même un consommateur et un accapareur d'épargne. Et aujourd'hui, il ne s'en est même pas caché au moment de la convention annuelle de la CPR. Il y a 2,5 millions, si je me souviens bien, de plans d'épargne retraite qui sont souscrits et ils veulent à horizon 2 ans qu'il y en ait 12 millions. Donc si on veut réorienter, flécher l'épargne vers de l'épargne financière en prévision des sujets de la retraite, de la préparation de la retraite, il est évident que l'immobilier est un frein pour eux, donc ils ne vont pas forcément l'aider. Caroline Arnoux, pour conclure, pareil, le crédit immobilier, c'est devenu une bombe politique, c'est un peu beaucoup de com'. Oui, c'est beaucoup de com, c'est une histoire politique, clairement, hein. D'un côté, vous avez la Banque de France qui est garant de la stabilité financière et une institution pour laquelle l'immobilier est quand même le danger, hein. Il se réfère au subprime, il se réfère au surendettement, à l'endettement. Donc vraiment, l'immobilier n'a pas forcément bonne presse. Et puis de l'autre côté, un gouvernement finalement qui est un petit peu embêté parce que eux, ils sont plutôt bureau des pleurs avec les promoteurs, les entreprises qui déposent le bilan, les emprunteurs qui ne peuvent pas emprunter. Voilà. Et puis, on a quand même aussi un gouvernement pour lesquels la propriété, on se souvient des déclarations du président, que la propriété immobilière, ça faisait une France de rentiers de l'immobilier. Donc, on a vraiment quand même une posture politique et je partage aussi l'avis de Bruno, hein, la volonté de drainer les investissements dans l'immobilier dans d'autres investissements. Plutôt financier. C'est fou, hein, parce que personne n'a oublié cette petite phrase d'Emmanuel Macron. Pierre Madec, dans l'émission, la dernière émission sur le logement, justement, avait repris ses propos également. Aurélie, le mot de la fin, il est pour toi l'année prochaine. Est-ce que tout ça, ça va s'arranger ou encore, est-ce que ça sera encore un sujet très politique et très com'? Ça sera à la fois très politique et moi j'ajouterais quand même, n'oublions pas la donne économique. Parce que c'est quand même la politique de la BCE et ce changement de paradigme de taux qui a complètement changé la donne. Il y a une question sociétale qui est cette question d'accession à la propriété, mais n'oublions pas demain le contexte macroéconomique. Et bien, ça sera le mot de la fin et le mot de cette fin d'année. Ça y est, c'est la dernière émission de l'année, donc merci à vous de nous avoir suivis. Continuez à nous suivre d'ailleurs, on revient dès janvier 2024. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux gens? De bonnes fêtes, reposez-vous bien, passez de bons moments en famille, entre amis, en amoureux, en amoureuse. Et puis, on vous dit à très bientôt pour un prochain Point Immo.